Bonjour et bienvenue dans ce GCN Show de la Saint-Sylvestre. Et comme l'année se termine, on va en profiter pour vous donner nos tops et nos flops et surtout voir les vôtres dans les commentaires. Et sans plus attendre, on est parti. Allez. Ah oui, ce soir il y a feu d'artifice, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les tops, les flops de la saison. On parlera transfert, hommes, femmes, tout ce qui s'est passé cette année 2024. Est-ce que tu commences, Max? Oui, dépêche-toi parce que moi j'ai le foie gras qui m'attend là pour le repas et je compte bien en profiter longuement. Alors, donc on va attaquer dans les tops et moi un des premiers tops que j'ai remarqué cette année, qui était une très belle année, c'était le Tour de France féminin. Ça fait cliché de le dire, mais clairement je me suis régalé. C'était des jours de course intenses, un suspense jusqu'au bout. Et moi qui m'intéresse de plus en plus au cyclisme féminin, il était bien retransmis. Je me suis régalé. Voilà. Pas plus, ni plus ni moins, tout simplement. Ni plus ni moins, je me suis régalé. J'avais envie d'aller au bord de la route pour crier et encourager les coureuses. Eh ben, il faudra qu'on y aille l'an prochain. Il faut y aller, Max. Mais alors moi je reviendrai au Tour de France féminin, mais dans les flops cette fois, tu verras pourquoi. Okay. Et par contre je t'emboîte le pas avec un gros top de l'année, c'est bien sûr Demi Vollering qui a été brillante tout au long de l'année, même si mais on y reviendra dans les flops, elle s'est un petit peu loupée sur son championnat du monde. Elle est bien sûr la numéro 1 incontestée, peut-être avec Lotte Kopecky, mais elle m'a surtout bluffé au Tour par exemple, comme tu le disais, où elle a su rebondir, avoir une réaction vraiment d'orgueil qui fait la beauté de ce sport. Donc un gros top par Vollering et aussi beaucoup de courage de son transfert et de la saison qui s'annonce de changer d'environnement complètement pour aller relever de nouveaux défis. Oui, ça m'excite particulièrement d'ailleurs ce nouveau challenge. J'ai hâte des premières courses féminines de l'année. On continue avec mes tops et là c'est un nouveau top qui est incontestable. C'est l'équipe Decathlon AG2R, la mondiale, qui de mémoire ils étaient à 11 victoires en 2023. Là ils sont à 30 victoires en professionnel. Pour vous comparer par rapport à la Red Bull Bora, qui est quand même établie comme grosse équipe de Primož Roglič. Avec des ailes. Eux, ils ont eu que 24 victoires. Donc voilà, félicitations à eux. Je me suis régalé de les voir conquérir autant de succès cette année et puis avec autant de panache. Je me suis régalé. Ouais, avec plein de coureurs différents. Mais c'est ça. Et ça, c'est cool. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent en place beaucoup de choses avec la marque Decathlon. Il y a l'équipe, mais il y a la marque Decathlon qui investit, qui leur fait des vélos qui sont vraiment parmi les meilleurs d'ores et déjà, des équipements aussi de la tête aux pieds. Ils ont une équipe réserve qui marche du tonnerre, qui sont champions du monde notamment. Et alors par contre, petit bémol, Ben O'Connor a réalisé une saison incroyable, mais il s'en va. Mais bon, là... c'est pas grave. Non, ils ont réussi, c'est cette équipe qui a déniché et fait grandir et fait performer Ben O'Connor. Donc, ok, les chemins se séparent pour plein de raisons qu'on ne connaît pas de toute façon, mais en soi, le passage de Ben O'Connor à H2R et à Decathlon H2R est en soi un top, voilà. Et bon vent à Ben O'Connor et bon vent à Decathlon qui, si elle continue comme ça, y arrivera bien sûr sans lui. Alors, moi je garde le micro parce que j'ai un petit top, je sais pas, je pense qu'on a vite oublié parce que c'était il y a longtemps. C'est le final de Gand-Wevelgem et ce sprint entre deux mastodontes des classiques printanières, des classiques flandriennes, le sprint entre Mats Pedersen et Mathieu Van Der Poel, bien malin, qui avait pu prédire le résultat sans que ce soit du 50-50. Et on a tout simplement deux bouchers charcutiers qui mettent 2000 watts après 6 heures de course, qui s'affrontent. Ça ressemble à rien, ils se lancent côte à côte, ils sont côte à côte, ils sprintent tout ce qu'ils peuvent. Et en fait, victoire magistrale de Mats Pedersen. Un des seuls à avoir aligné Mathieu Van Der Poel, déjà tout court, mais en plus en 1 contre 1 en fin d'étape, fin de classique, cette saison particulièrement où il a été brillant. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette course. Faut dire qu'il a fait un début de saison monstrueux, Mats Pedersen. Après, on l'a un peu moins vu, mais en même temps, il est spécialisé sur les classiques, donc c'est tout à fait logique. On continue sur les tops, mais là, au top du top. Bon, j'hésite, c'est aux Jeux Olympiques. Alors, je vais t'en laisser un, je te laisse. Allez. Et moi, je pars sur le doublé de Remco Evenepoel, qui m'a énormément fait plaisir. Je pensais pas qu'il était à ce niveau de cyclisme et de le voir remporter les 2 courses avec 2 très belles courses. Je trouve ça fantastique. En plus de ça, sa petite chute à la fin de la course en ligne. Il y a tout. Hop, et il remonte sur le vélo, il demande l'heure parce qu'il avait le temps et il remporte la course en célébrant comme il faut
devant la Tour Eiffel, monstrueux, c'était un grand moment de cyclisme. Donc je me suis régalé. En fait, les JO sont un top, le cyclisme au JO est un top, aucun moyen de trouver un flop. Et j'ai eu la chance d'être sur la ligne d'arrivée de la course en ligne, et oui, c'est un moment magistral quand il a débarqué, sorti du virage à droite sous la Tour Eiffel qui porte le vélo. C'était un moment incroyable. Il y avait tout ce jour-là. Il y avait la performance, il y avait le suspense, il y avait vraiment tout, donc c'est magnifique. C'était pas moins prenant là encore pour la course en ligne femme avec la victoire un peu surprise de Faulkner, mais qui, voilà, là aussi une performance splendide. Et si on parle des JO, on en a pour un moment, mais il faut parler de Pauline Ferrand-Prévot qui gagne enfin l'or, de Benjamin Thomas qui gagne enfin l'or. Il faut parler des 2e et 3e places de nos Français Christophe Laporte et Valentin Madouas. Incroyable. Derrière l'intouchable Remco Evenepoel, c'est les meilleures places qui étaient accessibles ce jour-là et ils vont les chercher. Avec derrière, panache. Avec un panache incroyable. Et il faut parler du triplé historique du BMX français. Qui était magnifique. C'est magnifique, un moment incroyable. À la fois de victoire et à la fois de camaraderie, parce qu'on les voyait heureux tous ensemble. Ils auraient tous aimé gagner. Mais ils sont tous heureux à niveau égal. Oui, tu fais bien de le souligner, au-delà de la performance sportive, ce côté, cette humanité, cette amitié entre eux. Il faut rajouter aussi Arthur Pilar et tous ceux qui n'étaient pas là, les remplaçants. Le staff, tout le monde était une seule et même famille, et donc c'était un moment incroyable. J'ai des frissons à force de parler des meilleurs moments. On n'en veut pas à Sylvain André d'avoir balancé son vélo, au contraire, c'était le panache. Je lui donne le mien s'il veut, le balance aussi, sur une journée comme ça. Tu sais que les BMXeurs sont très très forts sur piste, tu devrais t'inquiéter. Après, ton je vélo le sais, comme ça, mais tu risques de te faire dans un domaine qui n'est pas le mien, dans le sprint, mais on pense à Quentin Caléron, Tom Derache ou Harry Labrezel, qui sont d'excellents exemples de BMXeurs passés avec succès à la piste. Pour finir sur ces tops, moi j'en ai encore un petit que j'ai gardé, c'était encore une fois Remco pour sa progression sur l'année. Je m'attendais pas à ce niveau encore une fois de lui sur le Tour de France, où il a quand même été très très fort. Il prend une très belle 3e place, et de plus en plus de la place, c'est vraiment la façon dont il a couru que j'ai apprécié. Avec une certaine maturité qu'on lui connaissait pas, et on avait peur que ça lui fasse défaut, et là pour le coup sur le Tour de France, à pas sauter dans toutes les roues comme ça, n'importe comment, facilement, à bien gérer, m'a fait plaisir de le voir progresser comme ça. Donc c'est très prometteur pour la saison 2025, même si on en parlera sans doute la semaine prochaine. Les incidents de l'hiver vont peut-être changer quelque chose, on verra, on en reparlera, mais tu as raison, une saison magistrale d'Evenepoel, et surtout un step physique mais aussi mental. Alors si tu permets, moi je vais repartir du côté du cyclisme féminin. On a parlé de volering, de la FDJ, des Jeux Olympiques, et on va mixer un petit peu tout ça, et ça va nous donner notre amie australienne Grace Brown, qui avait annoncé qu'elle mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça l'a libérée, puisqu'elle nous a gratifié d'une splendide victoire à Liège-Bastogne-Liège. J'en ai mal aux jambes de le dire, mal aux jambes pour les autres. Donc elle a gagné avec la manière Liège-Bastogne-Liège, avant d'enchaîner, s'il vous plaît, sur le titre olympique en contre-la-montre. Et elle qui courait après une grande victoire en chrono, elle a enchaîné avec le titre de championne du monde du contre-la-montre, et elle a maintenu ses plans, elle a pris l'avion, elle est rentrée voir son mari en Australie, et maintenant elle profite de cette saison et de cette carrière magnifique, et surtout de cette fin de carrière accomplie, une femme heureuse dans sa reconversion, mais en tout cas une très très belle saison. Elle a gardé la pierre en or. C'est une bonne question, je ne sais pas si elle compte l'utiliser, mais c'est vrai qu'en plus elle a pu courir avec un splendide maillot. Elle est invaincue en chrono en tant que championne olympique. C'est plutôt pas mal. Maintenant on va passer au flop un peu au débat, parce qu'il en faut. Il en faut, mais je peux pas te laisser partir comme ça. Non. Qu'est-ce que j'ai oublié ? La saison de classique de Mathieu Van Der Poel. La saison de classique de Mathieu Van Der Poel. Laisser courir, ce qu'il nous a fait à Milan-San Remo, c'était quand même incroyable. Seul en tête avec Pogacar, quasiment sûr, ou en tout cas des pronostics favorables pour lui sur un final à 2, et de dire non, le meilleur sprinter il est derrière, c'est mon collègue, je l'attends. Enterrer Pogacar et rouler pour son collègue qui derrière va gagner. En maillot champion du monde, il faut une classe incroyable pour faire ça. Et ce jour-là, j'étais pas team ni Van Der Poel ni Van Aert, mais ce jour-là, ça m'a convaincu d'être plutôt team Van Der Poel, parce que savoir faire ça, c'est vraiment une classe hors norme. De toute façon, il s'en fiche, puisque derrière, il a claqué le doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix en maillot champion du monde, donc on n'est plus en San Remo près. On pouvait pas quitter cette saison sans en parler. Non, mais c'est vrai que c'était une belle preuve de classe, directement. C'est incroyable. Alors après, on aimerait le voir avec autant de réussite sur le Tour de France.
il a un peu une relation bizarre avec le Tour de France où mais, il marque toujours de son empreinte, mais en poisson pilote, ou alors il a porté le maillot jaune, il a perdu un pied avant d'abandonner pour préparer autre chose. Donc voilà, mais en tout cas, quand il a une gratuité de saison de classique comme ça suffit à sonner. Je crois que l'an prochain, il va revenir encore sur le VTT. Il va encore faire du VTT. Ouais. Il faudrait pas qu'il fasse un moi, je vais OTB, revenir Tim Van Aert. OTB, que tu l'as. Ouais. Soleil. Soleil. Voilà. Bon, en parlant de soleil, on va continuer avec les flops maintenant. C'est bon, t'as plus rien à dire. Non, on pourrait continuer sur les tops parce que c'était une saison magnifique, mais on va quand même pousser des queues de gueule, peut-être pas, mais en tout cas mettre le point sur ce qu'on veut plus voir. Bon, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on ne verra peut-être jamais, c'était le championnat de France de gravel qui a été annulé, faute du nombre assez conséquent de participants. Mais non, faute de rien du tout. Bon, c'est bien dommage, j'espère que l'an prochain ça se tiendra, tout simplement. Voilà, on a eu le championnat de France de BMX à plat. De pump track. Non mais le pump track. On a eu le championnat de France de pump track. Mais c'est très bien le pump track. C'est super qu'un championnat de France de pump track, c'est pas le problème. Mais si on a le championnat de France de pump track, on peut avoir le championnat de France de gravel. Voilà. Non, je suis fâché. Ce championnat de France de gravel doit avoir lieu. Il aurait déjà dû avoir lieu il y a des années, quand le gravel a commencé à être une discipline en soi. On est encore une fois en retard. On se targue de savoir organiser des événements en France et à la FFC. Il est temps de le montrer à un moment donné. En tout cas, s'il y a des raisons valables pour l'annulation du championnat de France de gravel, il faut en tirer les leçons et absolument l'organiser dès 2025. Voilà. J'avais donc un coup de gueule. Voilà. Ok. Calme-toi Louis, maintenant on va parler. Je vais te relancer, je vais remettre une pièce dans la machine. Et si on parlait des règles UCI là, qu'ils ont testées depuis le mois d'août, les cartons par exemple, les cartons jaunes et les cartons rouges, qu'est-ce que t'en penses? Tu t'en souvenais toi? Non, je m'en suis pas souvenu. Voilà, j'ai vu les 3 premiers cartons arriver parce que je suivais la course et j'ai pu les voir. Et puis là maintenant on n'entend plus. Non, on n'en peut plus trop parler, on voit surtout pas vraiment encore les effets en termes de sécurité. On ne peut que être satisfait et encourager le fait que la sécurité des coureurs soit prise au sérieux. Maintenant, on n'a pas semblé voir en tout cas d'avant-après mise en place des cartons jaunes, rouges. Donc c'est plus un bof qu'un flop. Ouais, c'est un bof. Peut-être que ça a freiné les coureurs, on va dire, dans le... Peut-être, faudrait voir les statistiques. Des règles. On redonne une deuxième chance pour l'entièreté de la saison 2025. On se donne rendez-vous l'an prochain pour refaire voir sur une saison complète. Pour l'instant, c'est un bof. C'est un bof. Allez, on continue. Et toi, t'en as pas de petits flops là? Tu vas faire passer pour le ronchon de la bande. Petit flop, chute de tous les coureurs de grande classe sur le Pays Basque. Voilà, carton rouge. C'est Pays Basque, c'est connu pour des routes un peu compliquées. Et là, d'avoir vu autant de coureurs tomber et se faire des blessures aussi graves au début de l'année, tout ça parce que la descente était peut-être pas assez signalée dangereuse. Pas assez de protection. Les bas-côtés aussi. Il y avait en fait, le bitume était craquelé à cause des racines des arbres. Voilà, voir autant de coureurs se blesser aussi lourdement sur une course, c'est pas des choses qu'on veut voir. Donc c'est pas là. Non, et puis ça aurait pu mieux se passer. Les femmes, ils sont passées à leur propre tour du Pays Basque et ça s'est passé sans encombre. Alors c'était après, donc elles étaient au courant de ce qui... Et voilà. Mais c'était possible de passer sans se faire mal. Et autre chose qu'on minimise, c'est les bas-côtés. C'est-à-dire que beaucoup de coureurs se sont fait mal parce qu'en fait, il y avait des marches. Fossé. Et donc tous ceux qui sont sortis de la route sont pris une chute sèche de quelques mètres. Et c'est ça, sur du béton en plus, pas sur de l'herbe. Et donc, voilà, ça c'est ni fait ni à faire. Ils arrivent en ski à arrêter des skieurs lancés à 130 km/h. On doit réussir à arrêter des cyclistes avant qu'ils tombent dans le vide. Voilà, dans les descentes, ça doit devenir une priorité absolue de tout le monde. Voilà. Et aussi des coureurs qui ont leur part de responsabilité de s'il faut neutraliser une descente, et ben on la neutralise. Voilà, plutôt que de lutter pour la meilleure position, on peut aussi dire écoutez les gars, on lutte pas cette fois, on descend tranquille et on se retrouve dans 10 bornes. Attention, il y a Alex Espargaro qui vient dans le peloton. Tu vas pas être d'accord avec les descentes tranquilles. De développement. Attention dans les descentes. Ouais, attention. On continue dans les flops de l'année. Tu veux peut-être te lancer? Sinon, j'en ai un autre. Je vois que t'en as en réserve, donc vas-y. Le monoxyde de carbone utilisé que l'UCI là annonce mettre des restrictions. Là où c'est un flop pour moi, c'est la recherche constante de pratiques plus ou moins saines et bonnes pour la santé des coureurs pour pouvoir gagner encore. Mais ça, c'est un peu l'histoire du cyclisme et on peut pas être pour. Clairement. Non, on peut pas être pour. En fait, une des 3 composantes pour qu'un produit soit déclaré dopant, il en faut 3. Un des 3, c'est que ça nuit à la santé du coureur.
Là clairement le monoxyde de carbone ça peut pas avoir un impact positif sur la santé du coureur. Ça reviendrait pas à aller se mettre sur le pot d'échappement de sa voiture, mais pas loin. Et surtout, ce qui est, ça jette encore. Enlever le taux d'air, clairement. En fait, c'est de l'hypoxie, ni plus ni moins. Ouais. Alors, l'hypoxie, condition de montagne, c'est ça. En haute altitude, il manque avec de l'oxygène. moins d'air. Par définition, il manque de l'oxygène. Donc, en gros, le corps est obligé de s'adapter autrement. Donc, c'est ni plus ni moins qu'aller s'entraîner à l'altitude. Sauf que comme maintenant tout le monde le fait, il faut trouver encore un truc, encore. Comme tu disais, c'est l'escalade. Et l'escalade, si c'est juste aller de plus en plus haut, ça, à la rigueur, si tu veux passer 3 semaines à 4000 mètres, c'est ton problème. Là, ça va trop loin. Et ce qui est dommage aussi, c'est qu'il y a une espèce de côté langue de bois où ils disent alors les équipes disent on s'en sert pas pour s'entraîner à améliorer la performance, on s'en sert pour voir si l'hypoxie a marché. En gros, voir si tu es plus ou moins à l'aise, on te met tout le temps le même protocole avec le monoxyde de carbone et voir si tu réagis de mieux en mieux, c'est que ton corps est adapté. En fait, on peut pas croire à ça, c'est des machines qui coûtent des dizaines de milliers d'euros, on peut pas croire qu'ils les achètent juste pour s'en servir une fois toutes les 3 semaines pour voir si l'hypoxie marche. Et le côté dangereux pour la santé, bricolage et en plus langue de bois, non, on n'en veut plus dans le vélo et j'espère que l'UCI va faire autre chose que se poser des questions et l'interdire assez rapidement. Bon, écoute, je suis complètement d'accord. À ton tour maintenant. À mon tour, un petit flop. Qu'est-ce que j'avais en réserve Alors, j'ai envie de dire Ineos. Ouais, et sachant que c'est pas fini. On sait pas où ça en est. On a l'impression que toutes les semaines, il y a une nouvelle star qui s'en va. Moi, honnêtement, j'ai très très peur pour Ineos. Même si, normalement, il n'y a aucun souci pour l'équipe, mais j'ai très très peur. Elia Viviani arrête son contrat aujourd'hui. Oui, il était en fin de contrat, mais Et au moment où on filme, là, on n'a pas l'info. Ça fait beaucoup de staff qui s'en vont, ça fait beaucoup de staff qui s'en vont, qui commencent à parler. Alors je le mettrai avec l'UCI, je mettrai un gros bof, parce que ça arrive une nouvelle saison, ils ont été tellement hauts que les attentes sont énormes, et qu'on espère qu'en 2025, ils vont aussi rebondir avec peut-être plus de jeunes cette fois. Donc voilà, à voir, mais à l'état actuel des choses, c'est pas génial. C'est ça. Et tu m'avais noté SD World. Voilà. Pourrais-tu m'expliquer ? Voilà, c'est pas un flop, c'est un scandale. Ni plus ni moins, SD Works au Tour de France. Si Demi Vollering perd le Tour, c'est juste parce que son équipe n'était pas présente. On peut se poser plein de questions, tout le monde veut aller gagner l'étape à sa place, dire non, moi je peux gagner donc j'aide pas la copine. Résultat des courses, elles perdent le Tour de France pour 10 secondes. Tout le monde perd le Tour de France, toute l'équipe, on perd la prime, on perd le palmarès, on perd tout. Pour au final, elles gagnent pas l'étape, toutes ne gagnent pas l'étape. Donc non, c'est vraiment dommage et c'est d'autant plus questionnable. Et on va arriver au gros flop. Mon gros flop. Qui partagera ou pas. Visiblement, j'en avais gros sur la patate, je me rendais pas compte. Et c'est pas pour rien que ton surnom c'est Grincheux. Oui, c'est faux, c'est pas faux. Mais tu es le sourire tu es le OTB, le soleil de cette chaîne. Mais voilà, la déesse de SD Works, c'est Anna van der Breggen. Oui, et je sais que tu as un avis sur la question parce que du coup, elle revient dans les pelotons. Elle revient dans les pelotons et ce sera une des adversaires numéro 1 et ça l'était déjà de Demi Vollering. Et donc, il est difficile de croire que ça n'a pas eu un impact. Et quand on voit à quel point ça a ruiné la fin de saison de Vollering, qui a complètement perdu confiance en elle et en son équipe, c'est difficile de ne pas y voir un lien de causalité et surtout de ne pas être un peu en colère parce que ça a sans doute coûté cher à Vollering. Bon, en tous les cas, à voir comme elle sourit sur la présentation FDJ pour l'an prochain, je pense qu'il va y avoir une petite revanche qui devrait être assez intéressante à voir. D'autres flops ou on passe sur un débat qui n'a pas de posons le débat, je vais me calmer un peu comme ça. Alors, que penses-tu de Poggi ? Il fait une saison extraordinaire. J'en pense un extraterrestre du vélo. Il nous a prouvé cette année sur plein de surfaces et sur plein de courses différentes qu'il était monstrueux. Il a failli faire un triplé historique Tour d'Italie, Tour d'Espagne et Tour de France. Mais heureusement, il n'est pas allé au Tour d'Espagne, qui a été gagné par Primož Roglič pour la 4e fois. Qu'en penses-tu ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens vraiment l'aiment. Ça divise les foules. Et beaucoup le détestent parce que soupçon de dopage, machin. Il y a peu d'entre-deux avec Pogačar, je vais me mettre dans l'entre-deux, tu vois. J'en pense autant de bien que de mal, je pense. Effectivement, tu l'as dit, les soupçons, le comportement, des fois ça fait trop et surtout ça nous rappelle des mauvais souvenirs et soyons honnêtes, c'est difficile de croire une telle domination de fait de l'historique du cyclisme. D'un autre côté, à l'heure actuelle, il n'y a pas de preuves tangibles bien sûr que non. De tricherie ou quoi que ce soit. Et la fraîcheur fait du bien au vélo. On a besoin de ce genre de... On dit d'aller voir le cyclisme féminin parce que justement il y a plus de fraîcheur, d'humanité, de rire, de pleurs, de tout. Lui, il en apporte, donc ça c'est positif, c'est très positif. Ça fait évoluer aussi les contrats, etc. et l'argent qui est investi dans le vélo, donc ça c'est forcément une bonne chose.
Donc voilà, autant de bien que de mal finalement. Il faut aussi souligner la performance sportive tant qu'elle reste légale ou tant qu'il n'y a pas de condamnation, elle est considérée comme légale. Et donc à partir de là, il faut aussi souligner que ce qu'il fait, c'est incroyable et que ça n'a pas été vu depuis peut-être Eddy Merckx. Donc voilà, autant de bien que de réserve sur Pogacar. Moi, je pense que son petit sourire régulier me fait plaisir à voir. En tant que... Et sa petite baguette dans la poche arrière, c'est plus blague. Non, ça fait du bien, apporte une certaine fraîcheur. Et c'est vrai qu'il gagne tout parce qu'il a été le plus fort cette année. Il y avait beaucoup de leaders qui ont chuté, qui ont été blessés, qui lui ont permis d'avoir des victoires monstrueuses. Donc on verra l'an prochain, mais tant mieux. Ouais, puis en tant que génie capillaire que nous sommes, toi et moi, on aime bien avoir les cheveux qui sortent du casque. Moi, j'ai mis une casquette pour éviter ce problème. Qu'as-tu pensé, Louis, du marché des transferts? Flop. Voilà, flop. Mis à part Vollering et le FDJ femme, qui se construit une dream team comme on l'a rarement vu, hommes et femmes confondus dans le vélo. Il faut voir si ça va prendre. Ça, c'est évidemment la grande question, mais c'est une question on est impatient d'avoir la réponse et surtout on est confiant. Donc ça, c'est un méga top de l'équipe française de Stéphane Delcourt que de réussir à construire une telle armada, et ça a l'air de prendre sur les réseaux, mais aussi en interne. Donc on leur souhaite que du bonheur, et ça, c'est un top, surtout que de la réussite. Ça, c'est un gros top. Le FDJ femme avec Guillaume Martin, j'ai hâte de voir aussi. Le FDJ homme, pardon, Guillaume. Oui. Le FDJ homme avec Guillaume Martin, j'ai hâte de voir également. Tiens, c'est pas la bonne équipe. Non. Pas mal. Par contre, est-ce que toi tu as un avis sur Van Gils et Pidcock qui vont casser leur contrat pour changer d'équipe? Et Pidcock, les deux ont deux contrats quand même deux circonstances assez différentes. Van Gils, je me suis penché sur le sujet parce que du coup, tu m'en avais parlé la semaine dernière. Et en fait, Van Gils, ce qui s'est passé, c'est qu'il était à l'Auto Destiny. Il a re-signé, il a prolongé son année au mois de mars. Et puis après, il a vu ses copains partir l'équipe. Et il a changé d'avis. Il a cassé son contrat à la fin de l'année pour changer d'équipe. Voilà, c'est de l'opportunisme. J'espère pour lui qu'il va très très bien rebondir et prouver son discours qu'il a eu raison. Pour Pidcock, il était au cœur des débats et des premières polémiques qui sont arrivées chez Ineos. Il suit finalement son entraîneur et agent. Oui, on en a parlé. On en avait parlé dans un dernier show. L'important, j'ai envie de dire que pour Pidcock et qui s'épanouisse dans sa nouvelle équipe, même si j'ai des très gros doutes au niveau de l'équipe, pour Van Gils, il prouvera ce qu'il a prouvé. Ouais, moi je suis pas fan. Je trouve que tant mieux. C'est facile de prolonger sur 4 ans et ensuite de partir à la fin de l'année. À ce compte-là, on signe pas de contrat, ça sert à rien. C'est ça. On est un système qui est assez protégé de ce qui se passe dans le foot avec les transferts hors de prix et du coup des écarts d'équipe de niveau qui sont tout simplement dus uniquement à l'argent et au budget. Il faut qu'on s'en préserve à mon sens dans le vélo, et il faut aussi que les jeunes, Van Gils, autant Pidcock a gagné quand même pas mal de choses, autant Van Gils il est très prometteur certes, mais en termes de contrat, pour moi il n'y a rien qui nécessitait un tel remue-ménage dans le système entier du cyclisme. Donc pas fan, à voir. Petite question, alors pas un bof mais un questionnement sur Alaphilippe. Alaphilippe, moi je pense que c'est bien. Voir si avec l'équipe Tudor il va réussir à rebondir et justement à retrouver, alors pas qu'il ait perdu des jambes loin de là, mais en tout cas à se refaire plaisir et à avoir des résultats vraiment marquants. Voilà, Philippe, je pense que c'est vraiment un top son changement d'équipe parce qu'il était, je pense, enfermé dans un système chez la Soudal Quick-Step avec Patrick Lefebvre qui commençait à être vieillissant, et là il a fait une très belle année cette année. Et de le voir avec Marc Hirschi justement qui a un peu le même profil que lui sur la Tudor. Dommage qu'il n'y ait pas Pidcock dans l'équipe, ça aurait été faire une les team des classiques. Trois mousquetaires, ça aurait pu être très intéressant. On va voir, moi je suis assez content de ce changement. Écoute, tant mieux. Bon, écoute, on a déjà fait un joli tour et comme je vous l'ai dit en introduction, on a hâte de voir vos tops, vos flops, vos questionnements pour la saison 2024 et qui va du coup découler sur ce qui va se passer en 2025. Moi, j'ai surtout hâte de la dinde de ce soir. Décidément. Mais, merci d'être resté à moi, l'important pour moi, c'est la soirée du réveillon, de pouvoir attaquer le 1er janvier directement avec une grosse sortie comme ça. Je prends de l'avance sur Strava, sur tout le monde, dès le 1er janvier. Voilà le but. Le 1er janvier, tu seras tout seul. Bon, dans tous les cas, on espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve l'année prochaine. L'année prochaine. Blague. Allez, ciao. Là, c'est pas un bof, c'est un bouffe.